Il y a plein de gens qui pensent qu'ils doivent avoir des grosses caméras pour filmer, pour faire des bonnes vidéos. En fait, ce qui est important, c'est le contenu. C'est par exemple, moi je donne un exemple, si vous filmez un crash d'avion, les gens ils ont rien à foutre que vous ayez filmé ça avec votre téléphone, ils voudront voir le crash d'avion. Et leur couleur, je leur paye 1000-2000 dirhams pour avoir une annonce dans leur magazine et je sais même pas si ça va marcher. Alors que sur Facebook, tu peux leur payer 5 dollars et ils vont mettre ta pub devant 5000 personnes. C'est hyper simple. Et ça, c'est des pubs hyper targetées. 92 000 personnes, c'est que à Marrakech. Je me suis rendu compte qu'en fait, les gens, en fait, ils s'en foutent de votre vie. Ils veulent juste votre connaissance. C'est-à-dire que si vous êtes bon à un jeu, postez des vidéos sur ce jeu. Si vous êtes bon, si vous faites des conférences, postez des conférences. J'ai même reçu des demandes d'interview sur cette vidéo. Des gens qui croyaient que j'étais un professionnel du VoIP parce que j'ai fait une vidéo dessus alors que c'est juste un ami qui m'a dit comment développer le VoIP. Merci d'avoir écouté. Franchement, merci beaucoup pour d'être venu pour ma première conférence à Moindre de vous voir ici. Et voilà, je vais vous parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur, c'est la vidéo, parce que j'en fais depuis 14 ans, 13-14 ans. Et j'ai commencé à en poster régulièrement sur YouTube il y a environ 4 ans. Et depuis, ça a été un gros changement dans ma vie. Déjà le fait de poster, mais même bien avant, parce que je regardais des vidéos très régulièrement pour apprendre des choses. Donc voilà, la révolution vidéo, quand la connaissance devient une commodité. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Donc je m'appelle Salim, aka Moukas, sur internet on m'appelle Moukas, c'est un pseudo que j'ai choisi à l'époque où on jouait aux jeux vidéo ensemble, c'est Moukas, ça vient de deux mots marcassin et mocassin, on peut porter des mocassins, et je trouvais que les marcassins c'était trop mignon, donc je choisis Moucassin. Il y a personne qui s'appelle comme ça sur internet, c'est pratique, j'aime bien. Et voilà, donc j'ai maintenant 6 chaînes YouTube, j'ai commencé avec une chaîne principale qui s'appelle Moukas Gaming, parce qu'au départ je jouais à un jeu qui s'appelle Pince 2 qui me plaisait beaucoup. J'ai commencé à poster beaucoup sur ce jeu et les gens ont commencé à suivre, à liker, à partager. Et petit à petit, je suis arrivé à 12 000, je sais pas, moi si je sais pas combien ça fait de chiffres là, ça devient abstrait au bout d'un moment les chiffres YouTube. Donc j'ai créé une chaîne secondaire, évidemment, pour être diversifié, parce que finalement je me suis spécialisé avec la chaîne principale sur le jeu. Donc la chaîne secondaire, je l'ai créée pour être plus libre, pour pouvoir poster des choses de plus variées. Et donc Moukas Vlogging, c'était une chaîne d'expérience, c'est une chaîne d'expérimentation. Donc petit à petit, j'ai commencé à créer d'autres chaînes, je me suis rendu compte qu'en fait les chaînes YouTube, on les crée pour une niche en particulier. C'est-à-dire, par exemple, la chaîne principale est sur le jeu. Moukas Vlogging, je me suis rendu compte que c'était sur le vlogging, les vidéos, les vlogs. Vlog, c'est-à-dire vidéoblog. Donc, les vidéos sur le Maroc, les visites, les interviews. Tout ce qui n'est pas gaming, en fait. Et voilà, petit à petit, j'ai commencé à créer d'autres chaînes. Il y a plein de gens qui me demandaient, est-ce que tu parles français? Est-ce que tu es français? Parce que quand je poste des vidéos en anglais, j'ai un accent français, donc les gens me disent, est-ce que tu es français? Plein de gens me demandaient ça, donc finalement, j'ai créé une chaîne, Moukas FR, où je poste que des vidéos de PS2 en français. Ensuite, j'ai créé une chaîne pour m'amuser où j'aime bien mixer les citations audio avec la musique, ça s'appelle Motivation Music. Et après, j'ai créé une chaîne, c'est dernier petit bébé, c'est Conférence Maroc. Cette chaîne, elle va sûrement pas finir sur Conférence Maroc, c'est où je vais filmer les conférences que je vais voir. Donc voilà, chaque chaîne, en fait, elle s'attaque à une niche. Je me suis rendu compte qu'en fait, les gens, en fait, ils s'en foutent de votre vie. Ils veulent juste votre connaissance, c'est-à-dire que si vous êtes bon à un jeu, postez des vidéos sur ce jeu, si vous êtes bon, si vous filmez des conférences, postez des conférences. Et là, ils vont s'abonner pour pouvoir avoir une suite, et pouvoir revenir et trouver à peu près la même chose qu'ils ont trouvé au départ. Donc voilà, maintenant je suis arrivé presque à 3 millions de vues au total. Ça fait plus de 500 vidéos je sais pas, ça fait 13 ans, plus de 500 vidéos. Donc voilà, pourquoi la vidéo est le média le plus puissant? Et bon, ça j'ai même pas besoin de vous l'expliquer. Si une image vaut 1000 mots, on dit souvent ce dicton-là. Si une image vaut 1000 mots, alors une vidéo vaut combien de mots? Sachant qu'il y a 30 images par seconde dans une vidéo YouTube. En moyenne, je sais pas, quelques minutes, ça fait des millions de mots, en gros, des milliards et des millions de mots. Donc c'est le média le plus ergonomique. On peut voir la vidéo de plusieurs manières. On peut chiller, regarder et écouter juste le son. Parfois, on n'a même pas besoin de la vidéo dans une vidéo. On a juste besoin du son. Parfois, on peut couper le son et voir juste l'image. Donc c'est le média le plus ergonomique. Et on peut tout apprendre sur YouTube. Ça, c'est quelque chose que moi je trouve incroyable, qui fait qu'on a changé de monde depuis qu'il y a YouTube et que la connaissance est devenue aussi accessible. On peut apprendre à faire des présentations PowerPoint. Ah, hier, je ne savais pas utiliser ce logiciel PowerPoint sur lequel j'utilise. On peut apprendre à draguer des filles dans la rue. Il y a des gens qui expliquent que ça, comment approcher des filles dans la rue, comment leur parler, etc. On peut apprendre à plier des t-shirts. Ça, à 26 ans, j'ai enfin appris à plier des t-shirts. Merci papa et maman. On peut avoir Steve Jobs qui nous parle directement, on peut apprendre de lui. Il y a des milliers il y a des centaines d'heures de cours juste avec Steve Jobs, qui est une personnalité exceptionnelle. On peut pas apprendre de lui directement. On peut apprendre à faire de la vidéo. Je voulais préciser que moi, j'ai pas de formation vidéo au départ. J'ai juste pas sur le tas. Cette caméra, elle est achetée d'occasion, le trépied pareil d'occasion.
Et j'ai appris que sur le tas en trouvant des vidéos sur internet, en tâtonnant, en demandant à d'autres gens. Donc voilà, la vidéo et la photo, c'est pas du tout mon domaine au départ, mais j'ai appris grâce à YouTube et internet. On peut apprendre au marketing, on peut apprendre à vendre des choses aux gens, on peut apprendre à persuader les gens, ce qui est quand même très utile dans la vie. On peut apprendre tellement de choses, on peut apprendre à bouffer. Moi je suis nul en cuisine. J'ai appris à faire des recettes, des pâtes au micro-ondes, ça je savais pas, je pouvais faire des pâtes au micro-ondes. Et voilà, c'est pris en 7 minutes, et voilà, ça m'a beaucoup dépanné dans ma vie. Prolifération des tutoriels. Donc ce qui est le plus recherché maintenant, c'est les gens, ils veulent apprendre des nouvelles choses, apprendre des nouvelles langues, apprendre des nouveaux skills. Donc on pense souvent quand on a un problème, que c'est un problème qui nous est personnel, mais en fait c'est un problème que des millions de gens ont sûrement. C'est pour ça que moi je l'ai remarqué très rapidement avec les vidéos qui ont le plus marché sur ma chaîne secondaire. Là par exemple on avait le cas du VoIP au Maroc qui a été bloqué au Maroc pendant des années. On pouvait pas appeler sur WhatsApp, on pouvait pas appeler sur Viber à l'étranger. Donc c'était hyper chiant, énormément de gens avaient ce problème qu'ils ne pouvaient pas plus appeler sur WhatsApp. Et comme ils savaient même pas pourquoi, c'est-à-dire moi en plus je savais même pas pourquoi je pouvais pas appeler sur WhatsApp, parce que les FAI ils ont pas annoncé qu'ils avaient bloqué, ils ont juste bloqué, ils ont laissé les gens comprendre. Donc voilà, j'ai fait une vidéo pour contourner ce problème, parce que c'est parti d'un problème personnel, et finalement c'est devenu une des vidéos la plus vue sur ma chaîne YouTube. J'ai même reçu des demandes d'interview sur cette vidéo, des gens qui croyaient que j'étais un professionnel du VoIP, parce que j'ai fait une vidéo dessus, alors que c'est juste un ami qui m'a dit comment développer le VoIP. Donc on m'a appelé de Belgique pour faire une interview, pour parler de la VoIP, juste parce que j'ai fait cette vidéo. Ensuite, un autre problème personnel que moi j'ai eu en rentrant de France, c'est que j'ai un très mauvais arabe. Donc le peu que je sais de l'arabe, des expressions de Dalija, je les ai mis dans une vidéo pour expliquer aux francophones, parce que j'ai beaucoup d'amis francophones, tous les gens du lycée de Victor Hugo, à expliquer quelques mots d'arabe Dalija pour savoir comment dire bonjour, qu'est-ce que ça veut dire la qu'est-ce que ça veut dire la c'est des mots que plein de gens utilisent tout le temps, mais on ne sait pas leur signification, surtout les francophones. Donc voilà, c'est une des vidéos qui maintenant a plus marché, alors que je l'ai filmé sur un... Vous voyez, le format est trop pourri, c'est-à-dire que je l'ai filmé sur une très ancienne caméra. Et voilà, ce qui compte, c'est le contenu, c'est ce que vous dites dans la vidéo. Donc là, le contenu, c'était en gros, français déjà, comment apprendre des mots de base. Donc en gros, on pense qu'on a des problèmes personnels, mais en fait, c'est des problèmes que des milliers de gens ont. Et je reçois encore des messages pour cette vidéo, sur cette vidéo, des messages de remerciement, des gens qui disent que ça les a beaucoup aidés, et ça, je trouve ça génial. Donc les médias sociaux sont la nouvelle pub, ça c'est un truc qui est énorme, qui est en train de changer, surtout grâce à Facebook. Il y a maintenant 2 milliards d'utilisateurs sur Facebook, tout le monde est sur Facebook, sauf quelques ici. Même ma mère, même mon père sont sur Facebook maintenant, il y a tout le monde. Donc 2 milliards d'utilisateurs sur Facebook, 1 milliard sur YouTube, c'est vraiment énorme, et c'est en constante augmentation. 1 milliard sur YouTube, ça c'est que les utilisateurs, les gens qui ont un compte. Il y a des millions et des millions de gens qui vont sur YouTube sans compte. Ils vont juste ils tapent directement ce qu'ils veulent chercher. Donc là, c'était pour donner un exemple de qu'est-ce qu'on peut atteindre sur Facebook avec des pubs sponsorisées, des pubs targetées. Des pubs sur Facebook. Tu vois, au lieu de faire des pubs conventionnelles, d'aller à une télé, leur demander de faire une pub, de la passer pour un prix de bouffe. Là, on fait des pubs nous-mêmes. Là, je voulais mettre en valeur, mon studio de live painting, qui est juste au-dessus. Je voulais faire ramener des gens que les gens réservent sur mon site internet. Donc on a fait une vidéo où on expliquait comment réserver, comment ça marche le live painting. Et donc j'ai mis $80. Sur la durée, j'ai mis environ $90 et j'ai réussi à atteindre 92 000 personnes. 92 000 personnes juste avec une pub que j'ai fait moi-même. Alors qu'il y a encore plein de gens qui vont faire des pubs, qui vont contacter des magazines. Tu connais Couleur, tu vois Couleur, tu leur payes 1000 dirhams pour avoir une annonce dans leur magazine et tu sais même pas si ça va marcher. Alors que sur Facebook, tu peux leur payer $5 et ils vont mettre la pub devant 5000 personnes. C'est hyper simple. Et ça, c'est des pubs hyper targetées. 92 000 personnes, c'est que à Marrakech. C'est que des gens à Marrakech qui ont vu cette pub. Et je m'en fous, c'est-à-dire que quand on choisit notre audience sur Facebook, on choisit l'âge, on choisit leur centre d'intérêt, on peut choisir s'ils parlent français ou anglais, on peut choisir s'ils sont allés au lycée Victor Hugo. C'est des pubs hyper targetées. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que moi je cible, maintenant, grâce à Cash Painting, je cible les gens qui sont à Marrakech, qui parlent français, on peut choisir les jobs, donc ils travaillent dans le tourisme, ils travaillent dans des banques. Donc en gros, on peut choisir notre cible. On peut très très bien choisir notre cible et avoir des résultats assez incroyables avec un prix, ça c'est $90, 900 dirhams.
pour atteindre, ça c'était rentabilisé en une réservation. Il y a un mec qui est venu et qui a réservé et qui a acheté 900 dirhams de photos. Donc en une réservation, j'ai rentabilisé cette pub qui a atteint 92 000 personnes. Next. Alors, la souris qui est en train de me lâcher. Ciblage ultra puissant. Ça, faut pas l'oublier, ça c'est hyper important, le ciblage. Donc les vidéos qui marchent, vous devez souvent savoir. Alors les how-to, les tutoriels, tout ça pour apprendre. Là j'ai mis toute une liste de vidéos qui marchent bien. C'est en gros tout ce qui permet aux gens d'apprendre ou d'être divertis. En gros les musiques vidéo, le mot le plus recherché sur YouTube c'est musique. Ensuite c'est Minecraft, c'est un jeu vidéo. Il y a les moments drôles, donc les moments de chat, les vidéos de chat, les vidéos de chiens. Donc franchement si vous avez un chien ou un chat marrant, postez-le sur YouTube et vous voyez ce qui va se passer. Parce que vous pouvez, si vous arrivez à monétiser cette vidéo et que la vidéo devient virale, vous pouvez gagner des milliers de dollars grâce à une vidéo de votre chat. Je vois pas pourquoi les gens le font pas. Il y a des gens qui ont plein de chats. J'ai une amie qui a 17 chats, elle a jamais pensé à les filmer. Donc moi je trouve ça trop bizarre. Il y a plein de vidéos qui marchent et là franchement celles des vidéos de chats, les tutoriels c'est bon. Musique vidéo, montage, tout ce qui est avec de la musique, ça marche très bien, ça scotche les gens, ça permet des divertis de changer d'ambiance. Les vlogs, les commentaires, les coups de gueule sur la politique par exemple, et que bon, il y a un mec qui s'appelle Amin Radi sur Facebook, il fait que des coups de gueule, je sais pas si vous connaissez, il poste des vidéos sur Facebook, il se plaint de Marine Le Pen, de la mentalité des Marocains et tout, et il est devenu hyper connu juste en faisant ça. Et là je l'ai remarqué très facilement en fait, sur ça c'est les vidéos les plus vues de ma chaîne secondaire. On voit très bien les vidéos qui ont le plus de succès. La première c'est débloquer le VoIP, ça c'était un problème vraiment universel au Maroc. Ensuite Français d'Alija. Ensuite, Lost Theory Festival, ça c'est un festival en Espagne, il y avait 3000 personnes. Et donc, comme j'ai posté la vidéo quelques jours après le festival, ça a beaucoup buzzé. Donc, tous les gens qui sont allés au festival, ils ont vu la vidéo, ils ont commencé à partager, ils sont vus dedans. Donc, ça a très bien marché. Ensuite, ça c'est une conférence, il y avait Hossein, pareil. C'est une conférence où un ami, il explique comment immigrer du Maroc au Canada. Apparemment, ça intéresse beaucoup de gens, c'est un truc de niche. Comme il n'y avait pas d'autres vidéos comme ça, cette vidéo, elle est montée à 10 000 vues. Et j'ai encore des gens qui commentent dessus très souvent. Ils disent comment on peut contacter Hossein, j'aimerais immigrer au Canada. Cette vidéo, c'est Much Loved, là où j'avais protesté contre la censure du film Much Loved. J'étais juste devant mon ordi en train de parler du film, dire que c'était scandaleux qui stigmatise des actrices juste parce qu'elles ont joué des prostituées, alors que c'est juste des actrices. Et voilà, donc on peut voir ce qui marche le mieux très facilement. Quand je vois les vidéos, quand je les classe par la plus populaire à la moins populaire, c'est très facile de voir en gros ce qui marche le mieux. C'est tutoriels, les musiques vidéo, les coups de gueule dans la politique, etc. Ah, attends, je vais revenir en arrière. Un petit cas, ça c'est Pierre d'Alain, ça c'est un déodorant naturel qui était un gros problème pour moi. Avant j'utilise du déodorant normal, maintenant j'utilise la Pierre d'Alain, c'est quelque chose qui a vraiment changé ma vie. Et cette vidéo qui marche de mieux en mieux en fait, j'ai pensé avec très peu de vues, mais je reçois de plus en plus de feedback sur la Pierre d'Alain. Et même un mec qui m'a dit que cette vidéo a changé sa vie. Depuis qu'il a vu cette vidéo, il n'utilise plus de déodorant chimique. Et il m'a dit plus jamais je suis avec une Pierre d'Alain que j'ai acheté à 10 dirhams. Donc ça c'est parti d'un problème personnel et finalement on peut aider des centaines voire des milliers de gens. Donc comment faire une vidéo? Ça c'est très simple. Alors il y a plusieurs méthodes. Donc là il y a la méthode simple. La méthode simple c'est que tout le monde connaît, c'est le selfie vidéo avec votre téléphone. Vous sortez votre téléphone, vous prenez une vidéo, voilà, et vous faites votre vidéo. Vous pouvez faire une vidéo juste comme ça et la poster. Donc les selfies vidéo, c'est par exemple si vous avez vous avez quelque chose à dire d'important, avec Amin Radi, lui il a besoin juste de montrer sa tête. On s'en fout du background, il montre sa tête, ses expressions du visage et sa voix. Voilà, c'est tout. Le live c'est quand c'est ce qu'a fait Hasna, j'espère, au début. Donc vous broadcastez directement ce qui est en train de se passer sur Facebook ou une autre plateforme. OBS c'est un logiciel qui permet de filmer sa webcam et l'écran d'ordinateur. C'est-à-dire que vous pouvez vous filmer en train de réagir à des vidéos sur votre ordinateur très facilement. Tout ça c'est monté automatiquement. Donc tout ça c'est la méthode simple. C'est pour vous donner une idée. Sinon il y a la méthode avancée que j'utilise maintenant pour pouvoir plus de possibilités, c'est le montage avec un logiciel. Donc sur un logiciel, à quoi ça ressemble une vidéo? Ça ressemble à ça. C'est un peu comme des Lego. C'est très simple. Il faut se rappeler qu'en gros la vidéo, c'est une bande son et une bande vidéo. Là tout ce qui est en bas c'est du son, tout ce qui est en haut c'est de la vidéo. Et donc imaginez que tout ça on appelle ça la ligne du temps, timeline. Donc c'est une ligne du temps. Imaginez que de là à là c'est 10 minutes. Et donc tous ces petits extraits, c'est des extraits de quelques secondes qui passent et qui repassent. Et pour faire un montage, ça c'est la vidéo d'Existence, le festival qu'il y a eu il y a 2 semaines. Et donc vous pouvez voir qu'au début c'est que de la musique.
Ensuite, je passe sur de la voix off. Là où je commence à expliquer mes impressions du festival. Tout ça, c'est de la voix off, c'est moi qui parle. Je parle. Pendant ce temps, j'ai baissé la musique. Et une fois que j'ai fini de parler, je remonte la musique et je finis la vidéo avec de la musique et du montage. Donc voilà, c'est comme ça qu'on fait une vidéo. Il y a plein, on peut en faire une beaucoup plus simple que ça. On peut faire 3 blocs, un bloc là, un bloc là, un bloc là, on a une vidéo. Là, c'est juste pour donner un exemple assez avancé de à quoi ça ressemble du montage vidéo. Ça ressemble un peu à du Lego. Et c'est incroyable les possibilités qu'on a. On peut mettre des effets sonores, on peut mettre une voix off. Tout ce qu'on peut faire au cinéma, on peut le faire avec ça. En gros, c'est très simple. Et la matière première, c'est la vidéo. On filme avec une caméra ou ça. Et à la fin, on a des blocs comme ça qu'on peut utiliser. Donc voilà, c'est comme ça qu'on monte des vidéos. Il y a plein de logiciels de montage. Le logiciel de montage que j'utilise, moi, c'est Sony Vegas 13, que j'ai appris à utiliser très longtemps. Mais il y en a plein d'autres. Il y a iMovie, il y en a qui sont gratuits, il y en a qui sont payants. iMovie est gratuit, Windows Movie Maker est gratuit. Et les autres payants, c'est Final Cut, etc. Mais c'est toujours le même concept. C'est en gros, enchaîner des séquences. C'est des séquences qui s'enchaînent. Une vidéo, c'est des séquences, c'est une séquence d'images. Donc voilà, comment faire une vidéo? Le plus important dans la vidéo, pas de vidéo verticale s'il vous plaît. Donc les gens qui font des vidéos comme ça, des trucs comme ça, c'est mort. Il faut arrêter les vidéos verticales. Sauf si vous faites un live ou vous êtes sur Snapchat. D'accord, là vous avez une excuse. Mais il n'y a pas d'écran verticaux, donc il faut faire des vidéos horizontales. Next, le son ajusté. Souvent le plus important dans une vidéo, c'est le son, c'est pas l'image. Donc il faut faire très attention à ce que le son soit ajusté. C'est-à-dire que, par exemple, si vous êtes en extérieur, il faut faire attention au vent. Si le vent peut vous niquer votre vidéo de A à Z, c'est-à-dire que si vous n'avez pas de son, vous n'avez pas de vidéo. Parfois vous croyez que vous avez une super vidéo, mais vous avez en fait rien. Donc accroche au début, ça c'est hyper important de vous. Ça c'est, tous les vidéomakers utilisent ce terme. C'est que au début de la vidéo, il faut mettre quelque chose d'intéressant. Il faut que dès les premières secondes, les gens comprennent pourquoi ils doivent rester. Ils doivent comprendre pourquoi ils doivent voir cette vidéo. Donc si vous parlez c'est un exemple que je donne avec mes conférences. Quand je vais filmer une conférence, la conférence elle met quand même du temps à commencer, tu vois. Donc je mets pas la vidéo avec la conférence commence direct. Je mets les meilleurs moments de la conférence au début. Je mets quelques extraits, quelques citations. Et ensuite, je fais une petite pause, interlude, jingle, et là on commence la conférence. Pour que les gens aient envie de voir la suite, qu'ils aient envie de voir où est-ce qu'on a vu ça. Donc contenu intéressant, ça c'est le value, c'est le plus important dans la vidéo, c'est le contenu. Ce qui est le plus important, c'est le contenu, c'est pas la caméra. Ça, je le répète, c'est hyper important. Il y a plein de gens qui pensent qu'ils doivent avoir des grosses caméras pour filmer, pour faire des bonnes vidéos. En fait, ce qui est important, c'est le contenu. C'est par exemple, moi je donne un exemple, si vous filmez un crash d'avion, les gens ils ont rien à foutre que vous ayez filmé ça avec votre téléphone, ils voudront voir le crash d'avion. Ils voudront voir le crash d'avion, il y a pas, même s'ils vont même le mettre à la télé, même s'ils ont filmé que un peu de fumée, ils vont le mettre à la télé, et bien, on a un peu de fumée du crash d'avion, désolé, mais on a ça, tu vois. Donc si vous avez du contenu intéressant, n'hésitez pas à filmer, filmez-le, tu vois. Il y a du contenu intéressant partout. Il y a des gens qui sont très forts en danse, il y a des gens qui sont très forts en philosophie, donc ils sont forts en tout. Le contenu, parfois c'est vous. Si vous êtes très fort à quelque chose, vous avez le contenu. Donc titre et miniature accrocheur, ça aussi c'est très important pour percer sur YouTube, c'est d'avoir un titre et une miniature accrocheuse. Et je voulais donner l'exemple de Marketing Mania, qui est une chaîne YouTube sur la persuasion et le marketing, qui fait des thumbnails, franchement, je trouve très bien. En gros, le plus important, il faut qu'on puisse avoir une idée de la vidéo juste en regardant la miniature. Il faut en gros, imaginez, il faut se dire qu'il faut donner envie aux gens grâce à cette miniature. Donc en général, les gens ils mettent une image, beaucoup de rouge, là, moi qui utilise beaucoup de rouge, un gros texte, une punchline, un texte accrocheur, et on sait exactement de quoi il s'agit. C'est le plus important dans YouTube pour percer, c'est d'avoir des miniatures accrocheuses et un bon contenu. Si vous avez ces deux trucs, vous pouvez commencer à percer très rapidement. En plus, bien sûr, de poster régulièrement. Donc, next. Pourquoi chaque entreprise devrait avoir une chaîne YouTube? Ça, c'est quelque chose que je dis pas juste les entreprises, les chanteurs comme la mère de Lisa, les performeurs, Madeleine qui est danseuse. Et franchement, pourquoi tout le monde devrait avoir une chaîne? Déjà, c'est gratuit. C'est gratuit d'avoir une chaîne YouTube. Et vous avez même déjà une chaîne YouTube, je suis sûr. Si vous avez une adresse Gmail, vous avez déjà une chaîne YouTube. Donc vous avez juste à faire 2 clics pour poster une vidéo. Donc c'est gratuit. Et bientôt tout le monde aura une chaîne YouTube parce que c'est une publicité gratuite. Que maintenant on peut plus passer à côté de ça. Les entreprises, par exemple, pourquoi on va aller payer de la pub, par exemple, dans des magazines, dans la télé, dans la radio, alors qu'on peut se faire de la pub gratuite sur Facebook et YouTube. Donc tout le monde a une caméra dans la poche, ça maintenant c'est clair, tout le monde a un smartphone et peut filmer en HD. Cette caméra elle est bien plus puissante que la caméra que j'utilisais il y a 12 ans pour faire mes vlogs. Et tout le monde a un truc comme ça. Et ça encore c'est un téléphone un peu
outdated. Donc les vidéos restent dans le temps et continuent à travailler pour vous. Ça c'est hyper important, c'est-à-dire que c'est une vidéo il y a des vidéos que j'ai postées il y a des années qui continuent à me générer de l'argent. J'ai mis un exemple plus tard. Voilà, ça c'est les vidéos qui m'ont rapporté le plus d'argent sur ma chaîne principale. Ça c'est Only Place at OMG Edition, c'est un montage avec la musique de meilleurs moments en train de jouer. Donc là depuis, je sais pas, je l'ai posté il y a 2-3 ans et au total elle m'a rapporté $45. Au départ elle m'a rapporté rien, zéro. Petit à petit, mois après mois, vue après vue, en général on reçoit environ $1 pour les 1000 vues. Petit à petit, elle va continuer à me générer de l'argent pour, je sais pas, 10 ans, 20 ans. Sur la durée, ça continue à générer de l'argent. Donc tant que la vidéo marche, donc ça continue à générer de l'argent. Et quand vous avez des centaines de vidéos, vous avez comme des centaines de gens qui travaillent pour vous. C'est moi, je me dédouble en fait dans mes vidéos. C'est des gens qui croient qu'ils me voient en fait dans les vidéos. En fait, je suis pas là. C'est ça ce que je veux dire. Donc les vidéos continuent à travailler pour vous sur la durée. C'est pour ça que c'est hyper puissant. On peut fire and forget, on peut dire ça, c'est-à-dire vous la postez, vous travaillez dessus bien au début, mais après vous l'oubliez, elle va continuer à travailler pour vous. Si elle est monétisée, ça c'est si elle est monétisée. Si vos vidéos sont monétisées, elle continue à générer de l'argent pour vous. Next. Alors. Next. Comment faire de l'argent grâce aux vidéos? Ah, good question. Good question. Good question. Tout le monde a bloqué. Alors, comment faire de l'argent sur YouTube? Les revenus publicitaires, ça c'est le plus basique. Quand je vous dis monétiser la vidéo, ça veut dire que quand vous monétisez une vidéo, ça veut dire que des pubs vont passer. C'est avant la vidéo. Vous connaissez quand vous voulez voir une vidéo, il y a une pub qui passe avant, et vous pouvez passer après 5 secondes. Ça, si les gens cliquent sur cette pub et la voient en entier, vous recevez comme un petit pourcentage, des revenus publicitaires. Donc ça, c'est un revenu qui est en baisse, de plus en plus en baisse. Le nombre de vues a de moins en moins d'importance pour la thune. Et là, je vais montrer sur la durée l'argent que je reçois par jour. Donc ça, c'est depuis la création de ma chaîne Moukassin, qui au début m'a rapporté 0. Donc chaque jour, elle y a un tick. Donc chaque jour, elle me reçoit 4 $, 5 $, enfin 3 $. Là, j'ai monté un pic. C'était une seule journée, la chaîne Moukassin m'a rapporté 10 $. Et tous les jours, on a un petit tic de dollars. En fait. Ça, c'est les gens qui regardent les vidéos. Genre, on reçoit environ $1 toutes les minutes. Ça, c'est que le revenu publicitaire. C'est un revenu qui est en baisse. Là, vous voyez qu'il y a une grosse baisse. En fait, c'est que je postais de moins en moins de vidéos. Et surtout, les revenus publicitaires avaient moins de valeur. Donc, donc les gens, maintenant, sont en train de passer vers d'autres moyens de revenus pour monétiser leurs vidéos. Donc, le deuxième gros moyen que moi j'ai trouvé, c'est les donations. Les donations, il y a des gens qui aiment tellement les vidéos. Par exemple, sur Moukassin, je postais des vidéos trop stylées, tellement stylées que des gens m'envoyaient de l'argent pour que je continue à poster, quoi. Il y a des gens qui m'envoyaient $1 par mois, $2 par mois. Il y a un mec qui m'envoie 25 $ par mois depuis 3 ans. Juste parce que il a kiffé mes vidéos. Il y a des gens qui sont prêts à donner de l'argent aux créateurs parce qu'ils aiment beaucoup les vidéos, tu vois. Donc là, c'est le début de la campagne Patreon. Au début, ils m'envoyaient, je sais pas, $20 par mois. Je suis monté jusqu'à maintenant $120 par mois juste grâce aux vidéos. Juste des donations, c'est ouf quoi. $120 par mois de donation, c'est 1400, 1300 dirhams par mois de donation quoi. Ça, quand ma mère, elle me croyait pas quand je lui ai dit que j'allais faire ça. Elle m'a dit, tu te fous de ma gueule, mon fils. Et c'est monté très très haut. Maintenant, je poste moins de vidéos, donc j'ai moins de donations, mais ça reste quand même un revenu beaucoup plus stable que le revenu publicitaire. Là, au total, par exemple, au total des revenus publicitaires de YouTube, sur ma chaîne Moukassin, j'ai récolté environ $2000. Avec les donations, je suis arrivé déjà à 2400, $2500 récoltés sur la durée. Donc j'ai oublié, on va retourner en arrière. Donc il y a maintenant plein d'autres manières de monétiser les vidéos. Les revenus publicitaires et les donations, c'est ce qu'il y a de plus simple. Pour les youtubeurs, en général, maintenant c'est ça. C'est les deux plus simples. Ensuite, il y a plein d'autres manières. Les ventes d'un produit par an. Les gens qui vendent des e-books. Vous avez un cours, vous êtes très fort à quelque chose, vous en faites un cours, et vous le faites payer. Vous dites, vous voulez lire mon cours, c'est une série de vidéos, c'est un PDF. Vous payez $10, $15. Donc ça, bientôt, je vais faire un Moukaz Gaming e-book, où je vais expliquer tout ça, et je vais le vendre moi aussi. Parce que je suis sûr qu'il y a plein de gens qui me demandent des conseils de vidéos depuis des années. Donc le sponsoring, ça c'est une autre manière. C'est une fois que votre chaîne a assez d'abonnés, assez de vues par mois, il y a des produits, des marques qui vont vous contacter pour vous demander est-ce que vous pouvez promouvoir leurs produits dans vos vidéos. Est-ce que vous pouvez promouvoir leur shampoing, leurs jeux vidéo. Moi je reçois beaucoup de demandes de sponsoring de jeux vidéo. Il me dit, si tu joues à notre jeu vidéo et que tu en fais une vidéo, on te donne $1000, on te donne $2000. Donc voilà, c'est une fois que vous avez une chaîne YouTube qui est assez grosse,
qui a, je sais pas, plus de 5000 abonnés, plus de 10 000 abonnés, que vous avez des vues, qui savent que les gens vont voir vos vidéos. Donc ça, c'est 4 manières, mais il y en a énormément il y en a beaucoup plus. Il y en a de plus en plus, en fait. Les gens essaient de fuir le truc classique. Donc le cas du Maroc, c'est assez particulier. En gros, on est un peu en retard, bien sûr. En fait, c'est-à-dire que les YouTube, ça a commencé très sérieusement en France. Tout le monde connaît Norman, Cyprien, Casey Neistat. Eux, ils sont installés depuis des années, mais au Maroc, ça a commencé de manière très tardive. En 2016, il y avait très peu de YouTubeurs. Et là, il y a eu une explosion en 2017 des YouTubeurs. Il y en a, j'essaie de les lister d'ailleurs sur ma chaîne Lucas 2. Je fais une liste de tous les YouTubeurs marocains. Et pourquoi? C'est parce que, ouais, j'expliquerai plus tard pourquoi. Donc, problème de monétisation au Maroc. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que la monétisation, c'est le revenu publicitaire que vous recevez quand les gens cliquent sur vos pubs. Donc, la monétisation est très faible au Maroc, parce que les gens cliquent très peu sur les pubs. Donc, même si vous faites des centaines de milliers de vues, il y a des youtubeurs marocains qui font des centaines de milliers de vues, mais qui ont une monétisation hyper nulle. Surtout qu'ils n'ont pas pensé à d'autres manières de monétiser. Ils ont pensé que le revenu publicitaire, alors qu'ils pourraient avoir d'autres manières. Donc il y a plein de youtubeurs marocains qui font des milliers et des centaines de milliers de vues, et qui font presque pas d'argent sur YouTube. Donc, faire attention à ça. Moi, j'ai pas eu ce problème, j'ai pas eu ce problème au départ parce que la majorité des gens qui regardent mes vidéos sur mon cassin ne regardent pas du Maroc, ils regardent des États-Unis ou de l'Allemagne. Et comme en Allemagne et aux États-Unis, les pubs sont bien plus performantes, les gens cliquent beaucoup plus sur les pubs, donc mes vidéos monétisent bien. Par rapport aux vidéos que je fais au Maroc. Donc voilà, je voulais prévenir de ça, que si vous avez une audience marocaine, vos vidéos vont très peu monétiser. Donc des précautions pour filmer au Maroc, je voulais vous dire que c'est maintenant moi je savais pas ça, c'est interdit de filmer au Maroc avec une grosse caméra. Si par exemple vous allez dans un lieu public avec un trépied et une grosse caméra, vous pouvez avoir des problèmes avec la police, ils vont venir vous demander une autorisation, ou vous confisquer la carte SD ou quelque chose comme ça. Pareil pour les drones, c'est interdit de faire voler des drones ici, ce qui est chiant. Mais bon, moi je contourne ça en faisant des vlogs juste avec mon téléphone, ou parfois quand on est dans des endroits très très touristiques et que c'est normal d'avoir une caméra, là vous pouvez la sortir, il n'y a pas de souci. Mais en général, j'essaie de le faire le plus souvent avec mon téléphone, parce que personne ne va venir et me demander une autorisation pour filmer avec votre téléphone. Donc ça c'est au Maroc. Et voilà, je voulais aussi vous parler de quelques youtubeurs marocains. En fait, Marrakchi, j'ai trouvé, il y en a 3 Marrakchi. Des Marocains, il y en a une bonne quarantaine de youtubeurs marocains. Mais des Marrakchi, j'en ai trouvé 3. Donc, Anas Bazizi, c'est le plus connu. Il a 10 000 abonnés, il fait des vidéos sur la musculation. Et il habite, je sais pas où, dans Marrakech. Et franchement, ses vidéos sont très, très bien. Dans le gros, il explique en détail comment avoir un très musclé. Julie Krokovic, ça, si j'avais pas vu les vidéos sur la drague, je l'aurais jamais vu, j'aurais jamais connu cette fille. Elle se baladait dans Guéliz et je suis allé lui parler. Il s'avère que c'est une youtubeuse. Et là, à Marrakech, elle est chanteuse et elle fait des vidéos sur le mode de vie vegan. Et il y a Eurazian Guru, lui qui s'est installé récemment à Marrakech, qui fait des vidéos sur le marketing Facebook, comment optimiser vos pubs Facebook et faire de l'argent. Donc il y a quand même des gens, il y a des youtubeurs Marrakech, il y en a quelques-uns. Ça commence. Et voilà, pourquoi Keshlab? C'est pour ça que je vous ai invité dans cet endroit. C'est un coworking space où on va créer de la vidéo très très régulièrement. On va aussi coacher des gens sur comment faire de la vidéo. Et voilà, donc on a aussi un studio photo, c'est le studio de lighting que vous est venu voir. On va faire, comme je dis, du consulting vidéo. Plein de gens demandent, en fait, la vidéo est très demandée maintenant, sur comment faire de la vidéo, comment la rendre virale. Et voilà, donc tout ça on peut l'expliquer ici à Keshlab. Et aussi c'est un coworking space, c'est-à-dire que vous pouvez venir travailler, on a tout l'équipement de travail, on a internet. Et voilà, c'est un écosystème pour les gens qui veulent travailler soit dans l'image, ou dans les médias sociaux, ou n'importe quoi qui a besoin des médias sociaux ou de la vidéo. Voilà, c'est pour ça que je vous ai fait ça ici, et voilà. Et je vous remercie. Merci d'avoir écouté. Voilà, on va passer aux questions-réponses si vous avez des questions. On va répondre. Alors, j'ai fait ça en combien de temps? Ça va. 28 minutes 21. Ça va, je suis short. Non, mais c'était assez rapide, parce que tu as parlé très vite. Ouais. Mais bon, c'était très compréhensible, c'était très bien. Alors pour moi, ça m'a donné une envie. Bon, tu sais, je suis architecte. Et les architectes, c'est vrai qu'ils n'ont pas de chaîne YouTube. Et je me disais que moi, je voudrais bien faire une chaîne YouTube, parce qu'en fait, je vois tout le temps que je suis en train de faire des chantiers, etc. Mais finalement, de filmer ce chantier et de le mettre sur YouTube, ça peut être intéressant. Et
intéressant. Bon, monétiser pour nous, c'est un peu différent, mais si tu veux, au moins le faire, nous, pour que les gens sachent ce que je suis en train de faire, et là, par quoi je suis passionné, etc. Et à ce moment-là, peut-être ça sera encore plus intéressant pour que les gens viennent me voir pour que je leur fasse des choses. Mais justement, le plus intéressant pour un architecte, c'est de faire des vidéos, pas pour les monétiser, mais pour être connu, et avoir des clients sur la durée. C'est-à-dire des gens qui vont voir tes vidéos, ils vont voir comment tu travailles, ils vont voir quelle technique tu utilises, et là, ils vont venir te contacter et te dire, j'ai vu tes vidéos, j'aimerais travailler avec vous. C'est comme ça que ça marche en général. C'est pour ça que donc moi j'étais parti sur l'idée de faire, tu te rappelles le chantier, là, on t'avait dit, bon, de faire un petit reportage là-dessus, mais finalement de le faire moi, parce que finalement je peux le faire avec mon smartphone, etc., et puis le mettre sur YouTube, et puis de passer par toi pour certains trucs, etc. Mais je trouve que ça me donne envie, là, c'est vraiment... Et puis je te remercie pour ça, parce que franchement, d'abord je te remercie pour ça, parce que ça m'a permis de savoir ce que c'est. Et puis de te connaître, parce que bon, je suis ton père, mais c'est pas évident. Là maintenant, au moins, parce que jamais tu m'expliques ça, mais maintenant tu m'expliques, c'est mieux. Okay. Moi je te remercie. Avec l'image. De rien, papa. Oui, Lisa. Alors moi j'ai une petite question. Donc tu as dit que tu as 6 chaînes. Oui. Et je voudrais juste comprendre, est-ce que tes 6 chaînes, elles sont sous un parapluie global où c'est toi qui es derrière et donc les vues de chacune des chaînes peuvent être comptabilisées ensemble, ou est-ce que pour chaque chaîne tu as un identifiant et les vues sont comptabilisées de façon individuelle à chaque chaîne? Donc pour chaque chaîne, les vues sont comptabilisées individuellement pour la chaîne, mais elles sont tous sous une adresse Gmail unique. J'ai une seule adresse Gmail pour mes 6 chaînes. C'est comme ça je peux les gérer plus facilement. Parce qu'une fois qu'on a créé une chaîne YouTube, en fait, c'est un compte YouTube. Et avec ce compte YouTube, on peut créer des pages YouTube. Des pages YouTube qui peuvent devenir des chaînes YouTube. Donc, on peut gérer plusieurs chaînes YouTube avec une seule adresse email, ce qui est plus simple. Et après, on peut comptabiliser tout ensemble. Par exemple, quand je reçois l'argent, je reçois l'argent tout ensemble de toutes mes chaînes. Bien sûr, ils m'envoient c'est compartimenté. Voilà. Forcément. Donc, selon ton conseil de bien compartimenter les chaînes en fonction des marchés de niche, de l'audience à laquelle on s'adresse. Donc, si demain je veux faire du contenu sur un sujet A, puis qu'après je veux faire du contenu sur un sujet B, ta recommandation c'est de créer une seconde chaîne spéciale pour ce sujet B. Si tu es sûr que tu vas poster beaucoup de contenu sur ce sujet B, sinon tu peux garder comme un à côté sur la chaîne A, tu vois. C'est-à-dire que si tu postes beaucoup de vidéos de chansons sur la chaîne A, tu peux faire un petit à côté et dire cette fois je vais poster un vidéo de ça. Mais si tu comptes vraiment poster un contenu de niche régulièrement, il vaut mieux faire la chaîne B. Moi j'ai fait cette erreur en fait avec Moncas 2, je me dis c'était une chaîne d'expérience. J'avais créé cette chaîne, au début je savais pas vraiment ce que je voulais poster dessus, et j'ai commencé à poster tout et n'importe quoi. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des vidéos qui marchaient assez bien, des vlogs normaux. Et ensuite dès que je postais par exemple une conférence, ou je postais un truc qui était un peu bizarre, là je recevais beaucoup moins d'engagement, beaucoup moins de vues. Et c'est pour ça que j'ai décidé de créer la chaîne Conférence Maroc. Comme ça, les gens qui viennent sur Conférence Maroc, on sait qu'ils sont intéressés par les conférences. Voilà. Donc, quand tu dis qu'il y a des vidéos qui marchent et des vidéos qui marchent pas, c'est-à-dire que les vidéos qui marchent pas, ils vont jamais marcher, ou il faut peut-être rajouter quelque chose, ou... Très bonne question, j'ai pas mentionné comment YouTube classe les vidéos. C'est-à-dire que YouTube, c'est un peu la méritocratie. C'est-à-dire que si les gens, comment YouTube classe les vidéos, c'est pas en fonction des vues. C'est en fonction de si les gens regardent du début à la fin. Si les gens regardent du début à la fin, pour YouTube, c'est une bonne vidéo. Si les gens regardent du début, ils regardent que 3-4 secondes et ils ferment la vidéo, ça c'est-à-dire que c'est une mauvaise vidéo. Elle va être très mal classée. Donc si vous faites si vous avez 0 abonnés, 0 vues, et vous faites une vidéo que les gens regardent du début à la fin, elle va être très très bien classée. Donc c'est pour ça que je dis que c'est la méritocratie, que c'est pour ça que j'ai pu monter ma chaîne principale très rapidement. C'est en faisant des vidéos que les gens veulent voir. Du début à la fin, il y a de l'action. Donc mais en général, c'est quoi le meilleur en termes de temps? En termes de temps, c'est mieux d'avoir des formats courts en général de moins de 10 minutes. Et après, tant que tu as du contenu, tu peux faire des vidéos parfois de 20 minutes et des conférences qui marchent très très bien parce que le contenu est incroyable. Si jamais par exemple tu fais des vidéos avec du texte et par la suite tu te rends compte que tu avais envie d'ajouter quelque chose, de modifier quelque chose, ça se passe comment? Tu refais la vidéo, tu la repostes, tu laisses l'ancienne, tu postes la version comme d'été, tu vois s'il y a une différence. Mais comme ça, une vidéo avec du texte, une vidéo avec du texte sur l'écran, écrit. Comment ça? Pour parler d'un endroit Non, si jamais par exemple t'as une faute ou t'as donné une fausse information, tu te rendais pas compte, par la suite t'as envie
de rattraper? Comment ça se passe? Parce que je ne vois pas, ce que je vois, c'est des vidéos, c'est vrai que c'est attirant, que t'as envie de voir tout ça, mais il n'y a pas une continuité. C'est-à-dire, si jamais t'as un sujet que t'as envie vraiment que ça soit pris au sérieux par les gens, c'est-à-dire que ça va être en continuité. C'est vrai que ça va être des vidéos de 2 minutes, 3 minutes, mais ça pourrait être un projet. Pas seulement une vidéo. Ça peut être une série de vidéos. Ça pourrait être tu peux faire une suite, c'est-à-dire dans cette vidéo, je vais continuer ce que j'ai raconté sur la première, et tu vas approfondir et être plus précise, et voilà. Mais commence avec des vidéos très simples, où tu postes quelques idées et tu vois si ça marche. Si ça marche, tu continues, tu postes plus. Et en fait, avec YouTube, tu peux expérimenter. Tu vois très bien. Après, avec YouTube, tu as des statistiques qui permettent sur chaque vidéo de voir quand les gens arrêtent de regarder, d'où les gens regardent, pourquoi, il y a des statistiques vraiment incroyables. Je peux savoir exactement qui te regarde, d'où ils te regardent, quels âges ils ont, est-ce que c'est des hommes, des femmes, il y a des trucs trop intéressants. Et tu peux aussi savoir quand est-ce qu'ils arrêtent de voir ta vidéo. Donc si tu vois que, par exemple, c'est des courbes, si tu vois que les moins, tu vois, en général, c'est des courbes, elles descendent. À la moitié de la vidéo, ça descend. Les gens décrochent. Et des fois, ta courbe, elle décroche direct. En gros, t'as pas réussi à accrocher les gens. Donc tu vois exactement ce qui marche pas. Voilà. Oui, Marie? Petite question, en fait, quand tu parles d'accrocher, c'est pas évident. C'est vraiment, selon moi, c'est plus que d'être toi-même et juste exposer ce que tu ressens, ce que tu veux, mais c'est plus du marketing et c'est vraiment d'accrocher. Donc, voilà, il faut vraiment étudier ce que tu vas présenter, ce que tu vas dire, comment tu vas le dire. Et justement, là, je vais te poser une petite question. C'est quoi tes petites astuces, là, les petits secrets qui te permettent vraiment d'accrocher les gens et de dire... Et à chaque fois, tu trouves que la courbe, elle est tout le temps... Très très bonne question. Donc en gros, moi, l'accroche que j'ai appris à utiliser au fil du temps, c'est de prendre le meilleur moment de la vidéo et de le mettre au début. Le meilleur moment, on sait direct lequel c'est le moment où il y a des gens qui s'éclatent, où il y a le plus d'action. Donc là, des petits extraits de 5-10 secondes, je le mets au début, en extrait, c'est-à-dire que dès le début, la vidéo commence avec le meilleur moment. Et ensuite, je fais un petit jingle, stop, la musique commence, et voilà, après la vidéo commence du début. Donc par exemple, si tu fais un clip de danse, tu peux commencer directement avec une figure super impressionnante de danse. Et après, tu peux commencer la vidéo normalement, tu présentes la vidéo, tu peux voir, ça commence normal. Donc ça, c'est une des astuces que j'utilise le plus souvent, c'est celle de l'accroche. Et... Ça prend combien de temps pour faire une vidéo? Franchement, c'est hyper variable. Il y a des vidéos qui m'ont mis 2 semaines à monter, il y a des vidéos qui m'ont mis quelques heures. C'est pas évident pour des gens qui ont déjà un job qui demande beaucoup de temps, qui doivent être concentrés sur le travail tout le temps. Il faut juste commencer, franchement, il faut juste commencer. Commencer avec une vidéo très simple, avec 2 blocs. Tu mets 2 blocs, voilà, à côté de l'autre. Ensuite, tu mettrais 3 blocs, ensuite, tu mettrais 4 blocs. Et c'est comme du Lego, c'est très très facile. C'est des enchaînements d'images. On faisait aussi un effet sonore, c'est un autre effet. C'est une musique, aussi une autre musique, c'est vraiment un sketch. Moi, pour rebondir à cette question, Salim, justement, moi, je me posais la question aussi, c'est, du coup, pour arriver à maîtriser justement tous ces logiciels qui te permettent de faire du montage, combien de temps ça t'a pris, toi, à peu près, pour ça, tu vois? Et pour pouvoir juste, ne serait-ce que d'abord se retrouver dans le logiciel, pour pouvoir mettre tes séquences, comme tu dis, ta musique, etc. Combien de temps ça prend déjà pour maîtriser déjà un logiciel pour que après tu puisses mettre en place ta vidéo? Parce que ça aussi, ce temps-là, des fois, il peut être long, il peut être assez long, surtout quand tu connais pas, tu vois. Ok. Donc, on est seul à devoir se... Maintenant, grâce à des tutoriels YouTube, tu peux apprendre ça en franchement quelques semaines. Ça m'a pris des années, ça m'a pris, 5-6 ans pour apprendre à monter vraiment bien avec toutes les astuces qui marchent. Mais maintenant, si je devais l'enseigner à quelqu'un, franchement, je pourrais l'enseigner en quelques heures, parce qu'il y a des trucs trop simples. Et moi, quand j'avais commencé, il n'y avait pas de tutoriel. Je tâtonnais, tu vois. J'essayais ça, ça marche pas, je trouvais pas, voilà. Du coup, est-ce que tu serais intéressé d'enseigner? Ouais, d'enseigner du consulting vidéo, je le fais déjà. Okay. Voilà, bien sûr. Parce que... C'est une séance de démarrage, parce que peut-être, enfin, en tout cas, je parle en nous. Moi, je sais que j'ai toujours eu envie
mais que ça me paraît tellement fastidieux et plein de détails, de subtilité, de technicité, que j'ai jamais osé m'y attaquer. C'est, en fait, maintenant, si quelqu'un de très avancé t'explique, ça peut aller très très vite. Parce que c'est très simple, c'est une ligne du temps. C'est-à-dire tout le monde sait, en fait. Oui, mais je pense que, là, en fait, Cache-Lab, c'est aussi l'objet de Cache-Lab. C'est-à-dire que bon, si on a envie d'apprendre quelque chose, etc., je pense que c'est des questions qu'on peut venir poser, et puis finalement, ça peut faire l'objet d'un cours, ou d'une information, ou d'une conférence, etc., et on peut apprendre directement, on peut demander à Salim directement de nous apprendre. Je pense que ça peut faire l'objet. Oui, on pose des formations. J'ai fait plusieurs types de formations. Formation courte, formation moyenne, avancée. On explique création d'une chaîne YouTube, création des premières vidéos, entretenir une chaîne YouTube, monétiser, tous les trucs de base que les gens ont besoin de connaître. Ça, je l'enseigne en quelques heures. Yes, of course. Est-ce que Cache-Lab a une chaîne YouTube? Pas encore. Mais ça va être là, on aura la première vidéo. Mais ouais, on devrait avoir une chaîne YouTube. Oui, Lisa. Alors, moi, j'ai une autre question. Comment dire? Moi, j'ai déjà essayé de développer certains projets personnels. Et c'est vrai que ce soit pour diffuser sur YouTube ou autre, je me suis souvent posé la question, voilà, je suis en train de faire ça dans ma vie. Est-ce que oui ou non, je le partage sur Facebook à mon audience d'amis et de famille et de connaissances plus ou moins lointaines. Et j'ai souvent hésité à le faire parce que j'avais un peu peur de m'exposer à ces gens qui me connaissent d'une certaine façon et qui me verraient d'une nouvelle façon. C'est une très bonne question. J'avais très peur du regard des gens. J'avais peur qu'ils disent, oh, mais pour qu'elle se prend, qu'est-ce qu'il croit qu'elle est, etc. Et t'as raison. Donc, je ne l'ai pas fait, et je me suis dit, est-ce qu'il faut le faire, est-ce que tu l'as fait? C'est pour ça que tu devrais si tu l'as pas fait, comment tu te fais connaître? Parce que c'est bien de poster une vidéo dans l'océan YouTube, mais comment tu te fais repérer? Tu vois, si tu ne mets pas à un moment donné sur Facebook pour inviter les personnes que tu connais le mieux à cliquer. Je vois ce que tu veux dire, c'est clair que la ligne entre le personnel et le professionnel devient vraiment floue. Donc moi, ce qui a réglé un peu ce problème, c'est que avant, je postais toutes mes vidéos sur mon compte personnel Facebook, tu vois. Genre tous mes trucs, je les posais sur mon Facebook, Salim Boulay. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, c'est pas pratique parce que y a plein de gens qui s'en foutent et des vidéos, c'est des conférences, des vidéos, c'est vraiment, ça va dans tous les sens. Donc j'ai créé des pages Facebook, à chacune pour son truc. J'ai la page Facebook de Cash Painting, où je poste que des trucs de Cash Painting. La page Facebook de Moukas Vlog, où je poste que mes vlogs. La page Facebook de Conférence Maroc. Et là, quand je dois poster une conférence, j'ai aucun problème à la poster sur Conférence Maroc. Et après, parfois, je peux la partager sur ma chaîne principale, sur mon Salim Boulay Facebook. Et ce que tu dis sur YouTube, sur la niche, comment tu promets tes vidéos au départ? C'est, bon, au départ, bien sûr, tu essaies de faire en sorte que ta vidéo soit intéressante du début à la fin, parce que tu sais que comment YouTube va classer les vidéos. En gros, si les gens arrêtent de voir ta vidéo au début, elle va pas être bien classée. Donc tu make sure that the content is good. Et ensuite, tu la partages sur des forums spécialisés. Il y a plein de forums spécialisés maintenant. Il y a Reddit, je sais pas si tu connais, c'est un Reddit avec plein de subreddits qui parlent des sujets en particulier. Le subreddit cinéma, subreddit Game of Thrones, subreddit plein de trucs. Et donc tu les poses sur des trucs spécialisés. Donc, parce que ta niche, la niche elle est représentée sur YouTube, elle est représentée sur des forums, elle est représentée sur Reddit, sur plein de choses. Et voilà, donc une fois que tu as fait une vidéo d'une niche, tu peux la partager sur toutes les plateformes qui parlent de cette niche. Et bien sûr ton compte Facebook personnel, mais ça faut pas trop compter sur pas compter que ça va t'apporter beaucoup de non, mais moi je l'ai plutôt fait parce que j'avais peur du regard des autres. Je l'ai plutôt pas fait parce que j'avais peur du regard des autres. Mais si tu as une chaîne, une page Facebook qui est que pour ça, que pour tes projets DIY perso, tu dis Lisa's Laboratory, tu as une page Facebook que pour ça. Et là, tu n'auras aucune honte à poster tous les trucs bizarres sur ton Lisa's Laboratory. Parce que c'est pas Lisa Liena. Et après, quand tu voudras vraiment un truc dont tu es fier, tu pourras le reposter sur Lisa Liena. Mais je vois ce que tu veux dire. Et moi aussi, j'avais ce dilemme au début. Je postais tout sur Salim Boulay. Mais c'était trop bizarre. Et genre, on voyait que ça marchait moins bien que si j'avais des pages spécialisées. Parce qu'après, quand on a des pages spécialisées, n'importe qui peut liker, pas que tes amis. Parce qu'après, on se rend compte que une certaine d'amis, c'est limité, c'est quelques centaines de personnes. Alors que si tu pas sur une page Facebook, que tu commences à booster les posts, si tu mets $3 à Facebook pour qu'il t'affiche la pub devant 3000 personnes.
Et là, tu vas commencer à avoir des gens qui n'ont rien à voir avec tes amis, qui vont venir t'aller la page, parler avec toi, te dire je te kiffe, je te dire je veux te rencontrer, je veux que tu me teaches, tu vois. Alors que au départ, c'est pas tes amis. Est-ce que vous aussi vous avez déjà eu ce dilemme-là de confiance en soi, de s'exposer je suis pas la seule, tu vois. J'ai un compte Facebook, mais c'est vrai que je me retrouve souvent devant ce dilemme, à savoir est-ce que je mets un truc professionnel, est-ce que je mets un truc... Et alors, je vois que par exemple, il y a des architectes qui mettent des trucs professionnels, et moi, je me dis, est-ce que je mets un truc professionnel, est-ce que ça va intéresser ma cousine, mon truc, mon machin, ma fille, etc. Tu vois, des choses comme ça. Et finalement, tu vois, je suis en train de réfléchir parce que avec la discussion qu'il y a eu entre toi et Salim, tu vois, et je me disais, mais finalement, il faut essayer de compartimenter, de trouver des systèmes, mais avec des liaisons entre les différents éléments sociaux. Par exemple, pour l'archi, ce qui m'intéresse, c'est de le mettre sur YouTube, une page professionnelle, et de faire une liaison entre tout ça, mais que mon compte Facebook ami, ça soit, il fait beau aujourd'hui, super, pas de problème, tu vois, mais au moins que j'ai des contacts professionnels et que je puisse avoir des échanges. Parce que c'est vrai, à un moment donné, Facebook, moi je regarde, mais ça me fait chier. Bon, à un moment donné, je regarde même pas, parce que il y a trop. Il y a trop de trucs, et puis ça revient toujours la même chose, tu as envie d'échanger quand même. Hein, on dit ami, entre guillemets, mais c'est pas comme un ami à qui tu racontes des trucs ou quoi. Là, c'est des amis, et ça n'arrête pas. Il y en a un qui te parle de la Palestine, l'autre qui te parle... Moi, ça me gonfle. Et je me dis, il faut que je trouve quelque chose pour trouver des endroits pour ça, pour mon boulot, pour des trucs un peu plus sympas, des trucs artistiques, parce que j'ai envie d'échanger. J'ai beaucoup d'amis artistes, donc j'ai envie d'échanger, et je fais plein de choses, j'ai envie de les poster, mais je sais pas n'importe qui, quoi. Et c'est vrai que il y a des choses à trouver, quoi. Maintenant, je suis en train de réfléchir en même temps, moi là, c'est une page Facebook. Donc, créer une page avec un il faut une page professionnelle. Comment? Donc, il vous faut une page pro il faut une page pro pour que je puisse mettre un truc avec la vidéo de YouTube, etc. Finalement, je ferai plus d'archives, je ferai que ça. Non, c'est sûr qu'il faut une page Facebook Boulali Architecture. Pareil, une chaîne YouTube Boulali Architecture. Et sûr, avec juste ces deux choses-là, tu peux poster presque l'atelier de détri d'architecture. Parce que je fais de l'architecture, même quand je mets, par exemple, dernièrement, là, j'ai fait un truc à la maison. À la maison, en fait, la maison, c'est en même temps un terrain d'expérience parce que je fais plein de choses. Et là, je suis en train de faire j'avais des pots avec des palmiers, des cycas. Je sais pas, tu connais des cycas, là, c'est des palmiers très sympas, qui poussent très très lentement, mais qui sont très très beaux. Et ces pots, je voyais comment faire pour les intégrer dans le jardin, etc., etc. J'ai fait un truc. Tu peux le poster, c'est vrai. Je veux le poster, je veux en parler avec quelqu'un. C'est intéressant, parce que j'ai fait tout un système, je me suis renseigné par-ci par-là, j'ai mis en place quelque chose, tu n'as pas encore vu ce truc-là, et je l'ai mis, et c'est un truc superbe. C'est en train de faire un truc. C'est vrai. Tu vois que si tu crées une page Boulali Architecture, la majorité des gens, en fait, les gens pour qui te suivent, ils vont se demander de liker. Donc s'ils likent ta page Boulali Architecture, là, tu vas trouver que des gens intéressés dans l'architecture, Marrakech, ou toi en particulier, tu vois. Donc, tu vas trouver que des gens engagés dans ce que tu fais déjà. Mais c'est surtout un intérêt des gens qui vont s'intéresser de façon positive, quoi, qui n'ont pas perdre leur temps à... Alors que dans tes amis, comme tu dis, il y a de tout. Il y a de tout, les gens s'en foutent de l'archi. Ils s'en foutent. Alors que si tu crées une page Facebook et que les gens qui, dans ce domaine-là, like, donc là, tu auras que des gens qui t'aiment, qui aiment ce que tu fais, et qui sont contents de recevoir des updates. Eh ben merci. J'ai bien fait de venir. Moi, je regrette parce que ma maman devait venir et voilà. Ouais. Non, mais en plus de ça, c'est-à-dire que je savais pas parce qu'il m'avait dit YouTube, donc j'aurais pu inviter aussi, il y a plein de gens qui sont intéressés. Mais tout le monde est intéressé. Mais c'est ça peut se refaire. On peut le refaire et le refaire un peu plus avec plus de gens parce que ça intéresse tout le monde cette histoire. Maintenant c'est terminé. Le monde, c'est sûr. C'est plus facile. C'est sûr. Non, mais là, c'est une nouvelle ère qui va commencer. C'est une nouvelle ère qui va commencer. La vidéo aura un rôle majeur. Dès qu'on fait
Facebook et Instagram, c'est pareil. Alors, Facebook qui apparaît sur Instagram et l'inverse. Et ouais, mais ça, c'est très important. Instagram, tu as raison d'en parler, c'est un des médiums les plus simples à utiliser pour débuter, tu vois, parce que tu as très peu de choses à faire. Tu postes ta photo et c'est juste. C'est tellement bien que je me suis créé, j'ai besoin par rapport à un projet, je me suis créé un compte perso, et généralement, voilà, je fais des posts, je mets des commentaires et tout pour voir comment ça fonctionne, comment les gens agissent. Perso Instagram, c'est tout à fait expérimental pour voir. Donc je chope un peu la main. Déjà des partenaires, quand je me lance vraiment sur mon pro, c'est nickel. C'est top. Continue. C'est bien, c'est vraiment en faisant des expériences comme ça que tu vas avancer le plus rapidement. Tu vois, les posts, en général, moi je fais photo et texte. Voilà comment les gens agissent. Il y a plein de combinaisons qui marchent et qui marchent pas. Par exemple, les hashtags, les hashtags tu mets, en général, il faut mettre en commentaire que dans la description. Il y a tellement d'astuces. Comme ça, dans la description, elle est clean, tu vois. La description, elle est juste la description. Mais ensuite, quand on est comme le chien cadré, qu'on peut laisser quelqu'un, et que tu vas pas. C'est juste pour que le bloc soit clean, tu vois. Photo, description, hashtag. Et après, tu peux mettre la dose de hashtag. Quand je fais par exemple, j'en mets quelques-uns, tu peux en mettre 15, 20 hashtags. Moi, j'essaie de rester cohérente, raisonnable, et pas chercher ça fait quand même un bon bout de temps. Je dis ça que je t'ai dit, personne ne met hashtag. Ça veut dire, c'est expérimental. Les gens font des recherches par hashtag. On va savoir ce que tu fais. C'est hyper important. Il y a des gens qui like ma vidéo. Donc, si t'as la vidéo tout de suite, je sais qu'ils ça fait une fois. Je crois qu'il y a hashtag Bien sûr. Voir qui est-ce qui peut. Il faut juste acquérir un peu du matériel, un peu, et se former. Et après, c'est sûr que t'as un petit investissement. Ça a l'air cool, et hop, ça devient un abonné chez eux. Parce que, en fait, c'est un fichier, tu vois. C'est une manière d'attirer la comparaison. Quand tu passais devant, tu pensais à ça. Non, mais qu'il y ait une deuxième personne que tu connais qui puisse. Moi, je connais ça. J'entends pas ce que je dis. Ouais, ça y est, c'est parti dans tous les sens. C'est passionnant. Alors, tu as parlé de tout ce qui est bon, tout ce qui est positif, et moi j'aimerais savoir un petit peu c'est quoi les points négatifs de cette technologie, de cette nouvelle tendance dans la vidéo. Pour toi, comment tu vois la chose? C'est-à-dire à long terme, est-ce que tu arrives à avoir une vision par rapport Alors, les points négatifs, franchement, j'en vois pas beaucoup, juste toute la mort de la télé. La télé, elle va devenir irrelevant. Parce que c'est pas réglementé non plus, c'est-à-dire que c'est pas vraiment très transparent. Franchement, je vois pas beaucoup de points négatifs. Parce que c'est gratuit, tu vois. Tout le monde peut voir des vidéos gratuitement, je veux pas. Moi, quand on est youtubeur et qu'on poste des vidéos très régulièrement, on peut facilement rester là-dedans des heures par jour que à faire des vidéos. Tu vois. À une époque, je postais que 1 fois par jour sur ma chaîne principale. En gros, je montais la journée et pendant le soir, la vidéo s'envoyait. Et je faisais que ça pendant 2 semaines et maintenant, je me dis, pas faire que ça. J'ai commencé à créer d'autres chaînes, me diversifier. Et voilà. Un fil de travail. Je sais pas. Pour les points négatifs. Quelqu'un a des points négatifs de YouTube? Ben, je pense que les points négatifs, ils sont, déjà, il y a toutes les vidéos qui sont des fake vidéos, donc les vidéos qui induisent en erreur parce qu'elles donnent des mauvaises informations. Et ça, en fait, mine de rien, t'en as quand même beaucoup, tu vois. J'avais vu déjà toutes les vidéos conspirationnistes. Et puis, je sais pas, je me souviens que j'avais vu une vidéo où il disait qu'on pouvait créer, genre, du courant électrique avec une orange, tu vois. Et ça a fait, genre, 2 millions de vues, tu vois. Mais je suis sûr, ça fait des millions de vues. Les gens, ils étaient persuadés que ça marchait, tu vois. Ou, je sais pas, ils balancent un portable dans l'eau et tout ça, et puis je sais pas, ça capte, tu captes le wifi, je sais pas quoi. Enfin, plein de vidéos comme ça, et en fait, qui créent le buzz, tu vois. C'est vrai que l'information n'est pas toujours vérifiée. Voilà, c'est ça. C'est vrai, la raison. Je pense que c'est le plus gros problème de YouTube, c'est ça, en fait. C'est que, du coup, c'est gratuit, donc t'as plein d'informations, mais savoir quelle est la bonne information, c'est toujours un problème, en fait. Donc, mais ça, c'est finalement, tu sais, je me demande si c'est pas parce que j'ai appris ça avec un certain nombre de gens, de professeurs aussi que j'avais, c'est que
à l'époque, hein, il y avait plein de journaux, plein de magazines, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas tous ces trucs-là, mais il y avait aussi des fausses informations, des informations biaisées, ou toutes sortes de choses comme ça, et on a appris justement à croiser les informations. C'est-à-dire que bon, quand on nous parle d'un truc, mais on allait voir dans ce truc, on allait voir dans un autre journal, dans un autre magazine, etc. Et ça nous permettait d'avoir une idée un peu plus précise. C'est-à-dire que bon, parce que moi je vois des gens qui se jettent tête baissée dans un truc, par exemple, ne serait-ce que Facebook, regarde. Tu vois sur un truc, tu te dis, ouais, regarde, ils ont tué celui-là, ils ont tué celui-là, je sais pas, un truc, et sur le coup de l'émotion, les mecs, ouais, c'est pas possible, c'est une catastrophe, truc, etc. Puis bon, quelques jours après, non, c'était un truc, c'est une photo qui a été prise en 1993, c'est un truc qui a été mélangé à telle chose, etc. Donc, moi, jamais sur le coup de l'émotion, ça marche pas. C'est pour ça que je fonctionne pas du tout avec Facebook à ce niveau-là. Dès qu'il y a quelque chose, j'essaie d'analyser, de voir est-ce que ceci, cela, et si je vois que je calme, je laisse, puis je dis je verrai après. Et là, je vois tout de suite 2 jours après, ouais, c'est pas parce qu'il y a des choses. Un des avantages, c'est que l'information n'est pas forcément vérifiée, donc il faut croiser les infos. C'est-à-dire que on sait que quand le contenu vient d'une chaîne YouTube, en général, c'est le contenu qui vient d'une personne, et tout le monde est infaillible, donc il y a tout le monde fait des erreurs. Donc voilà, ça, il faut croiser les infos. Et c'est assez facile avec YouTube de croiser les infos, franchement, parce que souvent dans une niche, il y a plusieurs YouTubeurs qui exploitent cette niche, et on peut croiser, comme tu dis. Tu avais une question, ouais? Oui. Toi qui as vraiment une bonne expérience, je sais pas, t'as combien de vidéos à ton actif? PS500 et quelques. C'est colossal. Est-ce que tu sais, on apprend au collège et au lycée, lorsqu'on rédige une histoire, qu'il y a un fil, une trame narrative à respecter pour construire le récit. Les intervenants, les héros, les méchants, un problème, une résolution de problème. Ouais. Est-ce que tu vois que dans le temps d'une vidéo YouTube, que ce soit 5 minutes ou 25 minutes, est-ce que tu vois qu'il y a une sorte de narrative à respecter pour accrocher ton audimat? C'est une très bonne question, t'as raison. J'ai oublié de le mentionner, mais les vidéos sur lesquelles je travaille beaucoup, en fait, je les scripte. Quand je fais une voix off, je sais pas juste je lance le micro et je commence à parler. Je scripte ma vidéo, j'écris de A à Z ce que je vais dire, et ensuite, devant le micro, je lis mon script. Comme ça, j'ai pas de j'écris de A à Z. Et quand tu scriptes, tu structures bien sûr tu commences avec ce qui est le plus important, le contexte, et après tu commences à approfondir, tu approfondis, et à la fin tu fais une conclusion, tu dis ce qui est le plus important à retenir, et tu viens en France, tu dis abonnez-vous. Mais t'as raison, il faut qu'il y ait une trame, tu commences pas n'importe comment. Moi, ce que je recommande, c'est de scripter ta vidéo, comme ça t'as une idée au départ des paragraphes. Oui, donc un peu envisager à l'avance, avec un minimum d'anticipation en tout cas, une sorte de squelette du récit, quel que soit le sujet final. Voilà, t'as raison. D'ailleurs, j'utilise une méthode très importante qui s'appelle Evernote, qui permet de garder des notes. Et c'est un truc qui a changé ma vie parce qu'à chaque fois que je fais une vidéo, maintenant je fais une note et je la scripte avant. Et donc, Evernote, je recommande à tout le monde. C'est gratuit. C'est un programme c'est un logiciel qui permet de garder. C'est ça. Evernote, c'est ça. Mais en numérique. C'est-à-dire que tu as des milliers de carnets de notes. Et dedans, tu as des notes qui sont faciles à trouver. Puis tu tapes un tag, tu retrouves ta note. Et voilà. Ouais. Trop pratique. Est-ce que le OneNote de Windows, de Microsoft, il fait pas déjà ça? Je sais pas, je pense pas, parce que Evernote, il a vraiment beaucoup d'utilisateurs parce qu'il a pas de concurrents, parce qu'ils font pas les choses comme lui. Donc je trouve que Evernote, prendre des notes et les garder organisées. Oui, Belém, tu veux dire quelque chose? Oui, en fait, tout à l'heure, vous parliez de montage et oui, et c'est pas évident pour des personnes débutantes, tout ce qui est numérique, tout ce qui est informatique. Et je me demandais je sais pas est-ce que ça existe déjà ou pas, des lives sur YouTube et voilà, juste pour dire, voilà, expliquer quelque chose, ou présenter un moment de ta journée, et juste couper après. Ah oui, comment on fait tout ça? Oui, sans. Oui, bien sûr. Juste, c'est comme une première phase pour les personnes qui n'ont pas le temps pour apprendre des trucs. Sur YouTube, il y a tous les tutoriels sur tous les logiciels. En fait, c'est ça. Non, mais le temps d'apprendre, tu vois. Franchement, si tu tapes comment faire une vidéo sur YouTube, tu vas trouver des milliers de vidéos.
chaque fois sur des logiciels différents, mais en gros, ils expliquent tous la même chose. Première séquence, deuxième séquence, tu n'oublies pas de mettre le son. Et oui, bien sûr, il y a des vidéos pour apprendre comment, parce que tu vas pas commencer à faire des vidéos de montage comme celle que je t'ai montrée. Tu vas commencer très très simple avec juste quelques séquences. Tu prends 3 séquences. Oui, en fait, c'est pas, ma question c'était est-ce qu'il y a une possibilité de faire des lives? Des lives? C'est comme live sur Facebook, mais des lives sur... Ah oui, sur YouTube, oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Et ça existe des chaînes comme ça où il y a que des lives? Non, en général, les chaînes YouTube, c'est pour des vidéos à la demande, c'est des vidéos que tu cliques, mais les lives, une fois que tu l'as fait, il est enregistré comme une vidéo. Après, les gens, ils peuvent le revoir. Ils peuvent revoir le live d'il y a quelques semaines, et ils le revoient comme une vidéo. Et même, un site internet qui fait que des lives. C'est Twitch TV. C'est pour les joueurs. Les gens, quand les gens jouent sur internet, ils peuvent envoyer directement, comme ça les gens regardent, comme s'ils regardaient la télé, ils regardent leur meilleur joueur en train de jouer en live. Twitch. Je viens d'avoir une question de curiosité du monde gaming. Puisqu'il y a des gens qui vous regardent en train de jouer, vous les gamers, est-ce que maintenant il n'y a pas des gens qui parlent sur vous, comme il y en a qui parlent aux courses de chevaux? Ça existe, ça, hein. Je sais qu'en Corée du Nord, déjà, en Corée du Nord, n'importe quoi. En Corée du Sud. Vous voyez comme un joueur pointu et... Ouais. Ben, en Corée du Sud, il y a ça à fond, parce qu'il y a une grosse culture des jeux vidéo, et du coup, il y a des championnats déjà qui se font sur des jeux, où il y a de l'argent, où il y a des champions de ces jeux-là, ils sont adulés, mais comme des stars de football, parce qu'ils savent super bien jouer, et qu'ils ont une notoriété comme un Messi ou un Neymar et tout, et voilà. Donc ça m'étonnerait pas qu'il y ait aussi des paris qui se font dessus, ou de l'argent sur mon jeu, il est pas assez gros pour qu'il y ait des... Parce qu'il est compliqué de mettre en place des compétitions, donc on n'a pas beaucoup de paris, mais je suis sûr que sur d'autres jeux, ça existe. C'est juste une boutade. Là, non, là, moi, j'ai pas entendu parler de parier sur moi. On devrait pas. Ouais, c'est ce que j'aimerais, en fait. On parle sur toi aujourd'hui. Ok, c'est gentil. Combien tu parles? Question difficile. C'est vrai, c'était une question piège. Voilà. Bon courage. Merci. Bon courage à tous. Il y a plein de vidéos. Ouais.